Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Les aéroports du futur et beaucoup de questions à poser à mes invités. Guillaume de Lavalade, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Hub One. David Keller, bonjour, journaliste spécialisé dans le domaine du voyage, du tourisme d'affaires. Guillaume de Lavalade, je commence avec vous. Hub One, c'est un opérateur de technologie digitale qui appartient au groupe ADP. Alors, je commence par une question que je pose souvent aux invités de Smart Future. Imaginons, nous sommes en 2040, j'arrive à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, j'imagine qu'il s'appellera encore comme ça. Est-ce que je suis dépaysé ? Est-ce qu'il y aura beaucoup de différences, d'après vous ? Alors, c'est certain, on sera dépaysé. Mais gardez juste à l'esprit une chose, c'est qu'un aéroport, c'est à la fois une grosse usine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour faciliter votre voyage, à la fois une ville, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels, Ouais. un immense centre commercial, et puis enfin, et donc, c'est toutes ces expériences-là qui vont changer, qui vont être changées. Ne serait-ce que sous l'aspect frontière. C'est-à-dire que 2040, la reconnaissance faciale sera intégrée dans le pur respect du règlement de protection des données personnelles. Ouais. Et donc, du coup, vous pénétrerez dans l'aéroport, votre visage sera reconnu, appairé à votre billet. Et à ce moment-là, vous aurez une expérience effectivement sans contact, où vous passerez les différentes portes. On n'aura plus le bon vieux portique, il ne faudra plus retirer ses chaussures et tout ça. Vous voulez dire que ça aurait été intégré à une sorte de couloir de sécurité ? Ça pourrait ressembler à ça ? Ça pourrait tout à fait ressembler à ça, Ouais. pour maximiser votre expérience, qu'elle soit ludique, qu'elle soit de shopping. Vous aurez le maximum de temps. On aura toujours, je pense, une part de stress en nous. Vous en avez, certaines personnes ont besoin d'arriver 2-3 heures avant le départ. Donc ça restera, mais ça sera une expérience qui sera véritablement agréable. Un lieu de vie, bref. Oui. Un lieu de vie, est-ce que, d'après vous, ce qui va le plus changer, c'est ce qui se passe finalement derrière, ce qu'on ne voit pas dans l'usine, dans la ville un peu cachée ? Alors, je pense qu'effectivement, c'est la bonne comparaison. Là, on est vraiment sur un iceberg. Ouais. Vous en voyez 20%, il y en a 80% qui émergent. C'est-à-dire que derrière, et Hub One qui fournit une partie de ces technologies comme à d'autres entreprises, Ouais. mais c'est vrai qu'on est Oui, particulièrement... vous ne travaillez pas seulement avec les aéroports, évidemment. Exactement, mais les problématiques qu'on rencontre dans un aéroport, vous les retrouvez chez un logisticien, un transporteur, pour des sites de e-commerce dont vous avez parlé. Et bien évidemment, chaque fois que vous arrivez quelque part, aujourd'hui, il vous faut de la connectivité. Mais donc, du coup, pour revenir un petit peu sur le sujet, et effectivement, les 80% qui sont derrière vont demander beaucoup de connectivité, beaucoup de tuyauterie, si j'ose dire, que ce soit du Wi-Fi, de la 5G. Alors, vous nous projetez en 2040, on ne sera pas, je ne sais pas, à la 6G ou la 7G, à la rigueur, peu importe. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura cette connectivité. Il y a aussi beaucoup de systèmes qui fonctionnent en temps réel. C'est-à-dire que vous avez besoin que le signal circule très très vite. Et donc ça, ce besoin-là sera là. Et enfin, c'est vraiment d'actualité, il y aura besoin aussi de beaucoup de protection, de cybersécurisation, si j'ose dire, pour être certain que vos données personnelles soient écrasées après votre passage dans l'aéroport. Votre visage est reconnu, stocké le temps de votre trajet et après écrasé. Puisqu'en 2040, a priori en France, on sera toujours dans une démocratie. On l'espère. On reviendra un peu dans le détail sur ce que vous venez de brosser comme tableau. C'était passionnant. David Keller, je voudrais qu'on joue un peu au jeu des 7 erreurs. Vous voyez, là encore, on est dans cet aéroport de 2040. Si vous deviez, alors je ne vais pas vous en demander 7, mais si vous deviez trouver comme ça des différences en dehors de la technologie, vous citeriez quoi spontanément ? Alors déjà, je n'ai pas besoin de me projeter en 2040 pour voir des différences. Il faut déjà faire la différence entre 2019 et 2021. Bien sûr. Entre-temps, il y a eu la crise du Covid. Oui. Est-ce que ça va impacter véritablement ce que sera l'aéroport de demain ? Oui, vraiment, et non, pas vraiment. Alors, on commence par le oui vraiment. Alors, je vais résoudre quand même cette contradiction apparente. Oui, vraiment, parce que je considère que l'impact que cette crise sanitaire va avoir sur les normes sanitaires dans les aéroports, sera comparable à l'impact des attentats du 11 septembre 2001 sur les normes de sûreté dans les aéroports. Donc oui, vraiment, ça va changer. Demandez à un millénial, dites à un millénial aujourd'hui qu'il y a encore une vingtaine d'années, on arrivait dans un aéroport,
on faisait notre check-in et on allait pratiquement les mains dans les poches dans la salle de l'embarquement et il va vous regarder d'un drôle d'air. Et pourtant, oui, voilà, c'est comme ça, c'est notre norme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes de un passeport sanitaire, ça veut dire des contrôles et une sécurisation en matière de santé? Comment vous voyez l'évolution? Et c'est là où j'en arrive au pas vraiment. Parce que je pense qu'effectivement, ces normes sanitaires, cette injonction sanitaire, eh bien, elle va trouver ses solutions dans des technologies qui sont déjà pour partie déployées ou dont il était prévu qu'elles soient déployées, mais pour de toute autre raison. Avant tout, pour fluidifier le parcours voyageur. Et au miracle, ce qui fluidifie le parcours voyageur, eh bien, c'est ce qui peut répondre le mieux à la clé de voûte, en réalité, de ce que sont les restrictions sanitaires, à savoir la distanciation sociale. Il n'y a pas 50, il n'y a pas 50 choses. Donc, effectivement, ça peut être effectivement la reconnaissance faciale, comme l'a dit Guillaume. Ça peut être également ce moment, justement, qui a été mis en place en 2001, ce moment un peu pénible que l'on subit tous, à devoir enlever... mettre dans des racks nos bagages à main, etc. On pourra gommer cette étape? Non, elle ne sera pas gommée, mais elle sera faite différemment. Elle sera anticipée, elle sera... Elle ne sera pas anticipée. Si j'en crois la CETA... Donc, Guillaume connaît bien, c'est la société. Alors, c'est pas des rigolos, hein, ils font pas de la science-fiction ni de la fantaisie, mais ils parlent effectivement d'un passage sécurité qui serait comme un long tunnel dans lequel on marcherait avec son bagage à main, son ordinateur, etc. Et on serait scanné. Excusez-moi, Guillaume, ça doit pas être les bons termes, mais de fond en comble. Et on n'aura plus ce moment. Alors, vous voyez bien que là, effectivement, fluidité du parcours voyageur et puis qui correspond très bien à ce que l'on cherchera en termes sanitaires. Donc on est dans une logique de sécurité biométrique. Vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'on gardera d'une certaine façon la main sur ce qu'on pourra révéler ou pas de notre intimité, de même notre passeport sanitaire, de nos maladies passées, avant de monter dans un avion? Vous voyez la logique qu'il y a derrière. Quel contrôle on gardera sur nos données et sur notre intimité avant de monter à bord? Alors, c'est déjà une première ligne de partage des eaux. Ça sera vraiment entre démocratie et régime un peu plus autoritaire. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la reconnaissance faciale, on a quelques exemples en Asie où c'est véritablement surutilisé, pour pas dire abusé. La deuxième ligne de partage des eaux, elle est plus individuelle et c'est un peu lié à une schizophrénie qu'on peut avoir. D'un côté, vous n'avez, ou en tout cas, les Européens ont assez peu de pudeur à mettre un certain nombre d'informations sur des réseaux sociaux. Et de l'autre côté, un grand souci mais qu'est-ce qu'on va faire de mes données? Et voilà, donc ça, cette schizophrénie, à chacun de la résoudre. Moi, j'ai des pistes. Je ne suis plus sur Facebook depuis un certain temps, mais c'est une réponse toute personnelle. Donc voilà, ça sera vraiment, en tout cas dans les démocraties européennes et occidentales, ça sera véritablement vous, le gardien de vos données, et vous qui placerez le curseur là où vous le souhaitez. Ça veut dire qu'on aura quoi? On aura pré-rempli un questionnaire de santé peut-être avant de démarrer, d'imaginer un voyage et un séjour, un passage à l'aéroport? Ça veut dire que déjà les données qui seront disponibles seront véritablement encadrées par les gouvernements. Déjà, votre identité civile. Vous faites effectivement un peu référence au passeport vaccinatoire, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais ça c'est là aussi un autre exemple de schizophrénie. Vous allez dans certains pays... On l'utilise déjà. On vous demande, vous avez peut-être sans doute un petit passeport Air France disant que vous avez été vacciné contre la fièvre jaune. C'est vrai. Et vous n'avez pas vécu ça comme une intrusion dans votre vie privée. Donc là aussi, un petit exemple de schizophrénie. Mais si vous me permettez de rembobiner un tout petit peu pour revenir sur votre question de départ, sur 2040, je pense qu'il y a une rupture qu'on n'a pas évoquée, et pour le coup qui n'est pas véritablement du ressort de Hub One, mais ça sera vraiment le passage à l'avion à hydrogène. Parce que cette crise a eu le mérite d'accélérer beaucoup de choses et d'accélérer également la transition de toute l'industrie vers ça. Donc aujourd'hui, l'objectif qui est poursuivi, c'est 2035. Donc en 2040, on aura 5 ans déjà l'avion à hydrogène. Et là avec aussi, l'ambition de créer une filière française d'ailleurs sur cette technologie. Exactement. Et là aussi, donc, la configuration de l'aéroport va largement changer.
parce que manipuler de l'hydrogène, c'est pas exactement la même chose que de manipuler du kérosène. Ouais. Vous avez peut-être vu sur certaines très belles photos les prototypes d'Airbus. Vous avez notamment un avion L. Alors je ne sais pas s'il verra le jour, mais en tout cas, imaginez ça sur un aéroport, imaginez les bras qu'il faut pour arriver à vous faire sortir de cet avion. Donc voilà, l'aéroport s'inscrit et continuera à s'inscrire dans un développement durable, dans un zéro émission net, donc, et comme toute l'industrie. Alors c'est effectivement une question d'avenir et d'actualité. On l'a vu, David Keller, avec l'abandon de l'agrandissement de Roissy tel qu'il était prévu. Le gouvernement demande à ADP de faire d'autres propositions. Est-ce que vous y voyez un signal fort? C'est-à-dire, je disais en titre, la fin du gigantisme. Est-ce que vous employez ces mots-là, vous aussi? C'est-à-dire jusqu'où on agrandissait les aéroports. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'aéroport le terminal 4 de Roissy devait sortir de terre, devait être opérationnel en 2037, si je ne me trompe pas. En 2037, et il devait brasser 40 millions de passagers par an. Donc c'est comme si on mettait un peu plus que Roissy, un peu plus qu'Orly dans Roissy, je crois. Au niveau des chiffres, c'est dans ces ordres de grandeur. Et donc dans l'année 2037, on prévoyait dans le monde plus de 8 milliards de passagers par an, sachant qu'il y en avait 4 milliards en 2017. Donc un doublement de chiffres incroyablement élevé en 20 ans. Alors, il semblerait, les prévisions sont revues à la baisse, mais de toute façon, les prévisions, elles se font au doigt mouillé. On est vraiment dans une incertitude très grande. Il reste quand même qu'un certain nombre de voyages ne peuvent se faire que par avion. Il peut y avoir un remplacement d'un certain nombre de vols par d'autres moyens. Il peut y avoir aussi une baisse de la demande parce que les modèles aériens évolueraient, voilà. Mais de toute façon, on reste dans des chiffres très élevés, quoi qu'il en soit, même si on n'est pas dans ce doublement qui était prévu en 2017. Oui, l'inconnu, et ça personne n'a la réponse, c'est comment ça redémarrera, et est-ce que ça redémarrera aussi fort qu'avant, ou est-ce que les comportements auront changé radicalement. Dans l'hypothèse, ou en tout cas dans le cahier des charges que Barbara Pompili a donné à ADP, alors je sais que Hub One appartient à ADP et que ce n'est pas exactement votre cœur de métier, mais je pense que vous avez 2-3 idées là-dessus. Il y a la demande de faire en sorte que l'aéroport relie le train et l'avion et qu'on puisse même peut-être prendre un billet, donc là on se projette aussi dans un avenir relativement proche, prendre un billet dans lequel on ferait, j'en sais rien, Bordeaux-Paris-Sydney, et le Bordeaux-Paris en train serait intégré au même billet. Ça fait partie des réflexions qui sont menées, j'imagine. Alors, là aussi, il y a un coup de projecteur qui est donné sur ces éléments-là, mais il y a déjà une gare TGV à Charles de Gaulle. On appelle ça quoi, l'intermodalité ou le... Multimodalité, voilà. Et effectivement, et qui pour le coup, moi-même je l'utilise à titre personnel puisqu'on a des équipes qui sont à Lyon, et il y a ou en tout cas il y avait en régime normal, il y avait une bonne fréquence de TGV. Ouais. Donc c'est évident que utiliser plusieurs moyens de transport, ça va être nécessaire. Maintenant, il y a une véritable compétition aussi entre les différents aéroports de par le monde, et cette capacité à être un hub, c'est-à-dire accueillir des voyageurs en correspondance est extrêmement importante. Et donc, ça serait quand même dommage qu'une personne qui vienne de Lyon préfère faire un passage par un aéroport européen parce qu'il ferait directement ce bond-là en avion pour ensuite partir, par exemple, vers l'Asie, parce que la fluidité du parcours TGV plus avion n'est pas optimale. Ce que je veux juste souligner, c'est que ce qui sera toujours privilégié par le passager, par le client de manière générale, c'est vraiment l'expérience client la plus appropriée. Si vous voyagez en famille avec beaucoup de bagages parce que vous allez loin, parce que vous allez voir de la famille et que votre voyage devient une lourdeur à transporter et que vous êtes transformé en mulet à transporter tous les bagages de la famille, voilà, vous choisirez peut-être des solutions un petit peu différentes.
David Oui, le Keller. partenariat TGV, le partenariat SNCF, Air France existe déjà sur plusieurs aéroports, etc. Ça peut même aller jusqu'à un taxi qui est compris dans le prix du billet que l'on paye pour aller de la gare de telle gare à tel aéroport. Ouais. Donc ça existe déjà. Et d'ailleurs, cette multimodalité, intermodalité, c'est, à mon avis, une des caractéristiques de l'aéroport du futur. Effectivement, c'est un endroit où on prendra l'avion. Ouais. On pourra même rajouter des bornes de taxi volant, puisque c'est quelque chose qui est en réflexion déjà aujourd'hui. En réflexion, c'est-à-dire que les premiers taxis volants devraient voler à Paris en 2024. C'est ça. Donc c'est tout de suite. C'est dans 3 ans. C'est demain. Et voilà, alors il faudra être sélectionné dans une équipe nationale des participants au JO, puisque ce sera avant tout les athlètes pour les mener du village olympique jusqu'au oui, mais ça se site de compétition. démocratisera assez Mais vite. voilà, si c'est capable de décoller avec Teddy Riner à l'intérieur, c'est que ça fonctionne bien. Oui. Et donc, non, mais voilà, oui, effectivement. Mais alors attention, il faut voir aussi que ces hubs d'intermodalité que vont devenir les aéroports, ça signifie qu'on n'utilisera plus ou beaucoup moins leur parking. Et je dis ça parce que c'est important, ça, parce que c'est des revenus, les parkings, pour les aéroports. Et il va falloir les compenser, ces revenus-là. Ou les transformer. On a fait une émission sur les parkings du futur, c'était passionnant, parce que c'est un potentiel énorme d'espace et donc d'utilisation pour les propriétaires. Et les propriétaires, ce sont les aéroports, pour parler des parkings d'aéroports. Parce que, et bien entendu, si on veut imaginer l'aéroport de 2040, il faut penser à ces revenus qui vont être de moins en moins aéroportuaires, liés directement à son métier d'aéroport, d'aérogare. Alors restez avec nous, on visite tout de suite l'aéroport de Changi à Singapour avec Olivia Hieré-Dobré.